Je suis très heureuse d'animer la table ronde suivante qui a pour thème parentalité et numérique. Les participants seront Marie-Laure Abonneau, Yannick Bréavoine, Khadija Idamar et Fernando Pinto da Silva qui se présenteront. Peut-être avez-vous été surpris quand vous avez lu ce thème sur notre projet de déroulé de ces JetDV. Nous aussi, soyez rassurés, on était un petit peu surpris et quand on a préparé cette table ronde, tout le monde n'était pas forcément convaincu que c'était un sujet. Cependant, je suis sûre que vous allez être très intéressés par les témoignages. La façon dont on a envie d'orienter cette table ronde, c'est d'essayer de répondre à la question suivante. Comment le numérique peut être un frein ou une aide pour exercer sa parentalité de manière autonome quand on est déficient visuel? Vaste question que chacun de nos intervenants va tenter de dévoiler. Je laisse la parole à Marie-Laure pour qu'elle se présente. Oui, bonjour, je suis Marie-Laure Abonneau. Je suis maman de 2 garçons, un enfant de 8 ans qui est en CE2 et un enfant de 5 ans qui est en grande section de maternelle. Je suis complètement non-voyante et leur papa aussi, et je vis avec leur papa. Khadija, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, donc je m'appelle Khadija, je suis maman de 2 adolescents. Yannick? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Yannick, j'ai 45 ans et je suis papa de 2 ados de 14 ans et 16 ans. Vous ne l'avez pas dit, mais je pense que vous êtes tous en activité professionnelle parallèlement à votre Oui, tout à fait, oui. rôle de Oui. parents. Oui, absolument. Et Fernando? Je suis Fernando Pinto da Silva et j'ai la joie d'être papa d'une petite fille de 3 ans. Merci pour ces présentations. Donc, être parent, c'est pas un métier, ça nous revêt de nombreuses facettes. Et quand on a préparé un petit peu cette intervention, on a tenté de répondre à la question comment le numérique est un frein ou une aide pour exercer sa parentalité. On a convenu ensemble que être parent, ça pouvait être assurer quotidiennement le suivi de la santé de ses enfants, suivre la scolarité de ses enfants, les accompagner à l'école, chez le médecin, chez les copains, les accompagner dans la découverte de la lecture et des savoirs, chose extrêmement importante, prendre du temps pour jouer. Et je crois qu'il y a eu une table ronde ce matin sur le jeu qui apporte peut-être des réponses. Partir en vacances et découvrir de nouveaux lieux. Voilà un petit peu les thèmes pour lesquels nos témoins ont évoqué des freins, des facilités pour être dans la parentalité. Le numérique, est-ce un frein ou une aide pour être parent au quotidien? Marie-Laure, vous vouliez vous lancer, donc on va vous laisser la parole. Dans certains points, ça peut être réellement une aide, un outil. Déjà parce que ça évite d'être isolé. Ça crée du lien entre parents déficients visuels déjà et de pouvoir s'échanger des petits trucs et astuces. Je pense entre autres à une liste de discussion qui s'appelle Parents aveugles où tiens, si une maman a trouvé l'astuce pour graver des pipettes pour doser les médicaments ou pour les biberons, bon, ça peut être échangé. Et pareil, ça peut donner des trucs et astuces et donner des ressentis, des expériences. Et ça peut aussi, le numérique, être un lien entre parents voyants et parents non-voyants, en fait. Je pense au groupe WhatsApp, par exemple. Pour ma part, j'ai créé un groupe WhatsApp pour mon fils qui est en CE2. Et au départ, je l'ai créé juste pour que moi, je puisse avoir accès aux informations, puisque des fois, il y a des informations qui me passent à côté. Et finalement, le groupe, il sert quelque part, il sert à tout le monde. Dans les déplacements, ça peut être pareil. Ça peut être vraiment un outil formidable parce que par le biais du téléphone, avec certains GPS, on sait où on va quelque part, mais pareil, on se retrouve devant un interphone où là c'est pas accessible parce que c'est un menu déroulant et qu'il faut aller rechercher son enfant qui est resté chez un spécialiste. Là, on se sent bien seul quand il n'y a pas de solution. Voilà, donc ça peut être, dans certains cas, c'est réellement un frein et dans certains cas, ça ouvre des portes. Alors, juste pour revenir sur le premier point abordé par Marie-Laure, la liste parents aveugles, je l'ai créée il y a 16 ans parce que justement, nous étions de jeunes parents avec plein de questions, un peu isolés parce que dans une petite ville où il n'y avait pas forcément d'autres personnes déficientes visuelles. À ce moment-là, en échangeant avec une amie, elle me dit tiens, moi je connais ça. Donc je me suis dit on va créer ce groupe. J'ai vérifié hier et on était 300 membres sur le groupe Yahoo Group. Alors vous savez peut-être que Yahoo Group va disparaître. J'ai recréé le groupe sur Google Group et maintenant il y a une centaine de parents inscrits. On pourra peut-être mettre le lien s'il y a besoin pour si des personnes sont intéressées. Mais je sais aussi qu'il existe une page Facebook pour les parents qui voudraient aussi échanger. Je crois que c'est aussi un peu le rôle des professionnels de se faire le relais de ce genre de dispositif aussi. Donc effectivement, ça peut être un lien. Et puis, mais je pense qu'on va l'aborder, mais pour l'enseignement, il y a aussi beaucoup de freins. Est-ce que Yannick, tu veux embrayer sur les freins par rapport à l'enseignement? J'ai senti que Khadija avait envie de démarrer.
Ah, d'accord. Eh C'est bien, alors, l'enseignement. Je l'entends qui trépigne. d'accord. Alors, on va laisser Khadija prendre la main. Non, non, mais ça aurait pu être toi de toute façon parce qu'on en a déjà discuté. C'est vrai que le suivi de la scolarité de nos enfants peut être difficile quand les outils numériques ne sont pas accessibles. Par exemple, l'utilisation de Pronote où on voit le confinement a permis d'organiser des audioconférences ou des visioconférences à partir de sites qu'on ne connaissait pas, qui ne sont pas forcément accessibles. Donc voilà, c'est l'outil numérique quand il n'est pas pensé, quand il n'est pas accessible, tout de suite, il met un frein à notre rôle de parents, et puis aussi l'accessibilité des manuels scolaires, par exemple, des choses comme ça. Ensuite, ça peut être quand même un outil positif. Par exemple, quand mes enfants doivent étudier un livre, maintenant, on les trouve de plus en plus facilement en EPUB ou quoi que ce soit. Donc, on peut aussi suivre la scolarité de nos enfants par ce biais-là. C'est vrai que les manuels scolaires ne sont pas forcément tous accessibles, mais les romans, etc., le sont davantage, de plus en plus. Ça, par exemple, ça peut être un bon outil. Mais je te laisse, Yannick, compléter. Non, c'est tout à fait ce que tu disais, hein. Donc, moi, je sais que j'ai les deux adolescents à suivre en même temps et ne serait-ce que sur l'application Pronote, suivre un enfant, on y arrive à peu près, même si certaines fonctions sont compliquées. Suivre deux, il y a des gestes, à mon avis, que je maîtrise pas ou des systèmes qui n'ont pas été bien pensés en termes d'accessibilité numérique, puisque on peut pas facilement switcher d'une fiche à l'autre. Effectivement, je te rejoins sur l'importance de l'accès aux livres et c'est vraiment aujourd'hui une méthode qui nous permet de pouvoir suivre la scolarité de nos enfants. Le problème, c'est la mise à disposition de ces fichiers, quoi. Oui, et d'ailleurs, comme je le disais, le confinement nous a beaucoup appris parce que les professeurs mettaient à disposition des élèves sur des plateformes pas toujours accessibles, des cours qui étaient en différents formats, pas forcément déjà malléables par les élèves, pas par les parents non plus. Donc c'est vrai qu'on a connu quelques difficultés lors du confinement de... Moi, j'ai une grosse pensée quand même pour les enfants déficients visuels en intégration qui ont dû parfois vivre des grands moments de solitude aussi, je pense. Alors, ça sera un petit peu l'objet de la table ronde suivante sur la pandémie, comment ça a pu se passer. Et Fernando, veux-tu apporter un témoignage de papa Sur, d'une petite? sur la scolarité, pas encore, c'est un peu tôt. Ouais. À démarrer cette année. Non, pour moi, en tant que jeune parent, qui plus est en couple et effectivement aussi avec femme déficiente visuelle, je dirais que pour nous, le numérique, pour prendre deux exemples en fait de problèmes et parfois évidemment de solutions quand on arrive à les trouver. D'abord, c'était à la crèche se confronter à des systèmes numériques de badgeage qui ne sont pas du tout accessibles. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive et en fait, on doit composer son code ou sélectionner une photo dans un menu déroulant, un peu comme ce que décrivait Marie-Laure tout à l'heure pour le digicode. Là, évidemment, ça nous rendait le fait de pouvoir déclarer l'arrivée de notre enfant en crèche, le départ de notre enfant le soir, totalement impossible. Donc là, avec un peu de bon sens et aussi parce que la directrice de cette crèche était et est toujours quelqu'un d'absolument formidable, ça s'est très bien passé. Mais on voit en tout cas que ces interfaces ne sont pas pensées pour qu'à un moment donné, ces locaux soient fréquentés par des publics déficients visuels. Un autre exemple que j'aimerais prendre, et puis ça va peut-être du coup nous entraîner dans d'autres considérations, c'est autour de la santé, et en particulier en temps de pandémie. On nous demande régulièrement de veiller à ce que notre enfant n'ait pas une température qui dépasse, alors ça dépendait des moments, ça pouvait être 38, 38,5, bon bref. Et là, moi sincèrement, j'ai été assez surpris de constater à quel point on était dépendant d'outils de mesure de la température qui étaient très aléatoires. Et franchement, j'ai eu le sentiment d'en avoir testé une bonne dizaine de modèles et je trouve que c'est extrêmement difficile d'avoir un outil de mesure qui soit tout à fait probant, quoi. Enfin, je veux dire un thermomètre, hein, on est en train de parler de thermomètre là en 2020. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, avoir quelque chose qui fonctionne tout le temps de la même façon et qui donne toujours la même température, ben, je me suis rendu compte, là, à l'occasion de cette pandémie, que c'était pas si simple. Alors, jusqu'à présent, moi, en tant qu'adulte, ça ne m'avait pas spécialement frappé. Là, peut-être du fait que, ben voilà, c'est gérer le quotidien d'une petite fille pour s'assurer que tout va bien. J'avoue avoir été surpris de voir par moments l'inefficacité de ce type d'instrument, pourtant de la vie quotidienne. Voilà, je dirais les deux petits exemples que je mettrais là autour de la table pour commencer ce débat. Donc, quand on s'est rencontrés, vous avez aussi
beaucoup évoqué la problématique des déplacements et puis quelquefois la notion de dépendance de vos propres enfants pour réaliser un certain nombre de choses. Qui veut reparler de cette approche? Marie-Laure, quand on a un enfant qui est coincé chez un spécialiste et qu'on ne peut pas aller le chercher et que c'est un enfant relativement jeune, l'angoisse monte un peu vite quand même, hein. Oui, d'autant plus que j'arrivais à joindre personne, donc j'étais obligée d'aller dans la rue puis essayer d'attendre que quelqu'un vienne. Et là, vraiment, on se sent tout petit. Alors pour y aller, en fait, c'est vrai que là, pour le coup, je dépendais complètement de mon fils et je lui disais, cherche dans le menu déroulant ce qui commence par les 2 premières lettres du spécialiste, parce qu'il savait pas encore lire. On dépend vraiment, vraiment de lui. Enfin, pour plein de petites choses comme ça leur apprend en fait à être prudent pour traverser, pour des choses comme ça. Mais c'est aussi la manière de, oh mais il est là pour vous aider, votre enfant, de toute façon, c'est pas grave. Mais à contrario, il y a des choses où, dans les déplacements en tout cas, mon fils est un grand passionné de vélo, enfin bref, il fait du vélo. Les vélos, même les vélos pour enfants, sont pas acceptés dans les bus. Son club de vélo, il est à côté il est accessible, mais uniquement en bus. Donc, du coup, on y va à pied, c'est pas grave. Enfin, lui, il est sur son vélo, moi, je le suis. Pour m'orienter, du coup, on prend le GPS. Et même pas plus tard que le samedi dernier, il me dit, ah maman, là, il faut tourner à gauche. Non, c'est pas encore là. Enfin, faut pas tourner là. Et là, pour le coup, c'est vrai que le numérique, enfin, l'accès au GPS nous facilite bien la vie. Il vous donne la possibilité d'être parent. D'être plus autonome et être parent à part entière, voilà, en fait. et d'être parent à part entière. Je crois que c'est Yannick qui a évoqué la notion de jeu, pouvoir passer des bons moments avec ses enfants. C'était un élément important et trouver des moyens de jouer ensemble, comment le numérique peut éventuellement être une aide ou un frein par rapport à cette envie de partage. Tout à fait. Alors, juste pour rebondir sur quelque chose juste avant, par rapport à la dépendance, c'est que moi, j'ai pensé pendant un moment que le numérique allait résoudre pour nous quelques problèmes de type cahier de correspondance, etc. Donc, je me suis dit, c'est bien, bientôt, on va pouvoir communiquer par mail avec les enseignants. Aujourd'hui, en fait, avec les nouvelles plateformes, on est obligé de passer sur des formulaires qui ne sont pas toujours accessibles. Et là où je pensais gagner en autonomie, j'en ai perdu puisque je suis obligé de demander à mes enfants de bien vouloir rédiger un mot à leur enseignant, alors que peut-être je ne souhaiterais pas forcément passer par l'intermédiaire de mon enfant. Pour revenir au jeu, effectivement, le numérique peut être une aide. C'est-à-dire que certains jeux de plateau aujourd'hui existent en version accessible. J'ai par exemple à la maison le Monopoly numérique qui permet effectivement de le vivre en tout cas de manière plus ludique puisqu'il y a des sons, etc. Mais à l'opposé, le jeu vidéo, moi j'ai 2 grands ados et de toute façon, à part leurs écrans, il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte. Je pense que ceux qui en ont savent de quoi je parle. La difficulté, c'est de ne pas pouvoir faire des jeux vidéo avec eux. Alors, je sais que les choses évoluent. Il y a eu The Last of Us 2 qui est sorti et qui est normalement totalement accessible, donc qui permet effectivement à quelqu'un de jouer. Mais à partir du moment où l'enfant commence à partir dans des jeux vidéo où nous, on est un peu exclus, c'est toute notre place de parents qui est remise en question. Et c'est vrai que je pense ne pas être le seul, mais il y a des moments où on se sent un peu exclu et on a du mal à encaisser le fait de ne pas bien vivre sa parentalité comme on devrait la vivre. C'est-à-dire qu'on se sent un peu un papa, un demi-papa seulement, quoi. Donc c'est vrai que s'il y a des évolutions dans le jeu vidéo, tant mieux, parce que ce sera aussi une manière de vivre la passion avec nos enfants, quoi. Tout ce qu'on peut partager est quelque chose qui renforce la parentalité, de toute façon. Khadija, vous voulez aussi intervenir sur ce sujet du partage avec vos enfants, de partage de bons moments? Oui, juste avant, je souhaitais simplement revenir sur le thème de la santé qu'a lancé Fernando. Sauf si c'est un thème qui sera abordé plus tard. Mais... Non, vous pouvez revenir sur le thème de la santé. D'accord. Alors, je souhaitais reparler de ça parce que le carnet de santé, par exemple, est un outil de suivi de la santé de nos enfants. C'est même l'outil par excellence, mais il n'est pas accessible. Et donc, c'est compliqué d'être 100% parent dans le domaine de la santé quand on ne peut pas vérifier quand est-ce qu'on a fait le dernier vaccin, etc. Si j'appelle mon médecin parce que mon enfant a tel ou tel problème, j'ai aucun outil pour lui dire quel était le dernier vaccin qu'il avait fait. Voilà, donc c'est vrai que pourtant le dossier médicalisé, je ne sais plus comment on appelle ça, le dossier médical numérisé ou je sais pas comment. Partagé, dossier médical partagé. Partagé, voilà. Alors on espère qu'il sera accessible. Rien ne nous le dit. Bon, je ne sais pas. Pour l'instant, si tout nous dit qu'il ne l'est pas vraiment. C'est ça le problème. Et donc on est plusieurs, dont Pascal qui viendra tout à l'heure nous interroger, à râler régulièrement sur l'inaccessibilité de certains processus dans ce dossier médical partagé. C'était ma petite incise.
Non, mais tu fais bien. Et s'agissant du partage, en effet, l'idée quand on joue avec ses enfants, je rebondis sur le jeu, c'est d'être maître du jeu. C'est-à-dire que c'est le parent qui doit expliquer la règle du jeu, qui doit vérifier que la partie se passe bien, etc. C'est vrai qu'on peut éprouver des difficultés et les rôles peuvent être renversés quand c'est tout à coup nos enfants qui prennent la main sur des outils numériques qui ne seraient pas accessibles. Et notamment s'agissant des jeux vidéo, ce qu'on peut regretter, c'est que finalement, on n'en sait que la description qu'on peut en trouver sur Internet, etc. Par exemple, avant d'autoriser nos enfants à jouer à tel ou tel jeu, on va aller voir l'affiche, savoir exactement de quoi il retourne, etc. Il n'empêche que les images que nos enfants voient, on n'y a pas accès. Donc, c'est là, la parentalité, effectivement, est quelque peu remise en cause. On se sent demi-parent, on va dire, comme disait Yannick tout à l'heure. Et pourtant, cette histoire de règles du jeu, je rebondis juste là-dessus. On cherchait la dernière fois, mes enfants sont plus jeunes, donc je suis un peu moins confrontée que vous, Khadija et Yannick, avec les jeux vidéo, quoique. En cherchant la règle du jeu la dernière fois d'un jeu Pirate Attack, pour pas la nommer, je vais la chercher sur Internet et voir sur un truc YouTube. Et par contre, oui, pareil, les petits jeux vidéo auxquels mon fils me demande d'accéder, bon, voilà, je vais juste aller pouvoir regarder à partir de quel âge c'est, la description, et en fonction de ça, je vais donner mon accord ou non. Mais c'est vrai qu'après, savoir exactement si dans le jeu, qu'est-ce qu'il fait exactement, puis je peux pas jouer avec lui, moi. Enfin, donc c'est un peu frustrant, ça c'est sûr. C'est même très frustrant. Savoir surtout aussi en type d'image, enfin, voir si les images sont pas trop violentes, des choses comme ça. Si je peux rebondir là-dessus, c'est peut-être une des choses positives que peut nous apporter le numérique au quotidien, pas que dans le domaine du jeu, mais je pense, voilà, si parmi nous aujourd'hui, et je sais qu'il y en a, il y a des parents déficients visuels qui aujourd'hui sont sans doute des grands-parents déficients visuels, j'ai le sentiment quand même que être parent déficient visuel en 2020, ça doit être plus confortable pour trouver un certain nombre de ressources. C'est-à-dire que c'est un des paradoxes du numérique, c'est-à-dire de dire c'est pas parfait, on est tous d'accord et on en a déjà cité un certain nombre d'exemples pour dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas pensées pour qu'on puisse participer pleinement en tant que parents à la vie de nos enfants, notamment parce que les composantes numériques ne sont pas accessibles. Et dans le même temps, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, pour les parents à l'époque, c'était des ressources qu'ils n'auraient même pas pu forcément imaginer pouvoir consulter. Je t'entendais du coup dire aller chercher des règles du jeu, etc. C'est un truc, je pense que ça, pour le coup, c'est une évolution positive de ce que le numérique nous permet, je pense. Ah oui, oui, mais complètement. Mais complètement. Puis là, pour le coup, on est vraiment dans son rôle de parent, puisque c'est ah ben non, tu vois, ils ont dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Là, on est vraiment dans son rôle de parent. Et sur le fait qu'il y a 20 ans, on a bien évolué, que l'outil numérique, c'est plus facile d'être parent maintenant grâce à l'outil numérique qu'il y a une vingtaine ou trentaine d'années, ça c'est complètement vrai. Pour deux choses, quand on part en vacances, il faut anticiper, mais je vais en reparler après. Mais c'est aussi sur l'audio-description. En ce moment, mes enfants, on regarde beaucoup de dessins animés ou de films pour enfants en audio-description, et c'est même un vrai plaisir pour mon fils. On est là tous les quatre, à regarder soit les Tintins, soit d'autres dessins animés, mais il m'a dit qu'il aimait vraiment bien les regarder avec nous, et puis du coup, bon, on sait aussi ce qu'il regarde, en fait. Par rapport, oui, au fait d'être parent en 2020, parent déficient visuel en 2020, avec une numérique accessible, et en tout cas un accès à Internet, ça permet, par exemple, lors des déplacements, bon, alors c'est compliqué en ce moment, mais souhaitons que ça revienne, mais pour réserver du cinéma, du théâtre, des activités de loisirs, faire des sorties, savoir déjà comment c'est, s'y rendre, les avis des gens, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on va y apprendre, qu'est-ce qu'il va y voir. Enfin, éventuellement, l'accès à Internet, c'est vraiment indispensable pour le coup. Et là, ça permet de partager ensuite des vrais moments avec son enfant en toute autonomie, malgré le handicap. Effectivement, je pense que, par exemple, dans le suivi de la scolarité, on a mis le doigt où ça fait mal, mais il faut aussi mettre le doigt où ça fait du bien. Et c'est aussi, par exemple, l'accès aux livres. On l'a dit au début, mais il y a 20 ans ou 30 ans, pour accéder à un livre, il fallait attendre qu'un service de transcription puisse nous le faire. Ou voilà. Aujourd'hui, on peut le trouver en numérique, on peut voir même sur des textes assez courts, les numériser nous-mêmes, voire même avec notre smartphone, avec des applis comme Seeing ou autres. Donc c'est vrai on peut tout de suite gagner du temps et être très vite actif, quoi. Je rejoins Marie-Laure aussi sur le fait que pour préparer les vacances, moi je sais que je suis bien content d'avoir le numérique, puisque là pour le coup de jouer mon rôle de parent et de vérifier si on sera à une bonne distance de la gare, est-ce que oui ou non on pourra faire des activités, quelles sont les activités, trouver les numéros de téléphone, contacter les prestataires pour, je sais pas, une activité ludique, et est-ce que oui ou non ils sont prêts à nous accueillir, pour que ce soit le plus fluide possible.
au moment où on sera sur le séjour et pour que nos enfants ne ressentent pas les conséquences de notre handicap. Par exemple, d'être sûr qu'on aura un bon accueil avec le chien guide ou un bon accueil en tant que personne déficiente visuelle pour une activité type, je sais pas, moi j'ai fait du jet ski, voilà, vérifier si oui ou non ils sont partants pour nous accueillir. Et là, pour l'enfant, en tout cas, c'est fluide dans la mesure où les questions il n'y a pas de blocage, puisqu'on a pu, grâce au numérique, travailler en amont, quoi. Être parent déficient visuel, c'est vraiment toujours anticiper tout ce que l'on a à faire et grâce au numérique, on y arrive fort heureusement la plupart du temps quand même. Je vois par exemple pour les déplacements, heureusement nous avons maintenant des applications qui nous permettent d'être complètement autonomes, de ne pas avoir à demander à nos enfants de lire le panneau de la gare pour savoir à quelle heure part le train ou d'arriver une demi-heure en avance ou je ne sais pas quoi pour demander un service particulier, par exemple. Donc, c'est vraiment le numérique est garant de notre autonomie, nous permet d'être parents, mais ça nous demande à nous beaucoup d'anticipation, de préparer parce que, alors que la société, elle, est quasiment convaincue que finalement on a fait des enfants pour qu'ils puissent nous venir en aide, nous, c'est vraiment l'inverse. On souhaite être le plus autonome possible, dégager nos enfants de toute responsabilité nous concernant. Et pour ça, le numérique est une grande aide. Il y a encore des efforts, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a surtout à faire en sorte que ceux qui pensent numérique pensent déficience visuelle, adaptation des applications, des sites, etc. Au handicap divers et variés. Mais il n'empêche qu'on a quand même aujourd'hui effectivement une parentalité beaucoup plus détendue que ce qu'elle n'a pu être au cours des années précédentes. Et pour rester quand même dans le domaine des transports, parfois on a quand même des paradoxes, c'est-à-dire pour à la fois assumer notre rôle en tant qu'adulte responsable, que parents responsables, ne pas faire porter la responsabilité sur nos enfants, parce que c'est pas ce qu'on veut pour eux, c'est pas ce qu'on souhaite, on est des parents, et qu'on souhaite justement accéder à une offre de transport qui pourrait être adaptée. On a parfois envie ou besoin, selon, de remplir des formulaires pour aller vers des transports adaptés, par exemple en se disant finalement, si je vais remplir ce formulaire en ligne, je vais pouvoir réserver un transport qui va venir me chercher devant chez moi, qui a l'habitude de transporter des gens en situation de handicap. Et là, on peut avoir deux déconvenues. La première qui est totalement numérique, qui est que ces structures qui font du transport adapté peuvent avoir des services numériques qui, eux, ne sont pas accessibles, ce qui fait qu'on ne peut pas, par nous-mêmes, pouvoir réserver le transport qu'on demande. Et donc, parfois, on peut avoir besoin de recourir à un tiers si vraiment on souhaite passer par cette voie numérique pour réserver son transport. Et après, on peut avoir un petit effet qui se coule, qui est le transport arrive et en fait, ah ben non, mais votre enfant, il a moins de 5 ans, on ne vous prend pas. Parce qu'en fait, comme votre enfant, il a moins de 5 ans, c'est pas prévu. Et donc, désolé, mais non, on peut pas vous prendre avec votre enfant puisqu'il a moins de 5 ans. Ça, on est d'accord, c'est pas numérique, mais ça fait partie aussi parfois des petites frustrations autour des usages du numérique. On se dit, j'ai franchi une première étape alors qu'elle n'était pas super accessible, j'ai dû trouver les rustines qui allaient bien pour pouvoir le faire. Et là-dessus, finalement, cette structure de transport adaptée, pour une raison qui nous échappe complètement en matière d'autonomie, parce qu'on est quand même responsable de nos enfants, même dans une voiture, eh bien, on nous dit, non, c'est pas possible, il a moins de 5 ans. Voilà, ça, c'est juste pour donner un peu d'éléments de contexte. Oui, c'est pas du numérique, mais c'est complètement loufoque. On aime bien mettre les gens dans des catégories. C'est soit on est une personne en situation de handicap, et dans ces cas-là, on n'a pas d'enfant. Soit on est un parent à part entière, et dans ces cas-là, on peut avoir des enfants. Enfin, voilà. Mais parents et personnes en situation de handicap, c'est bizarre d'ailleurs. Enfin, c'est voilà, ça se fait pas bien. Et pour ça, je voulais revenir sur, par exemple, le site de la SNCF ou même l'appli. Si je voyage avec un accompagnateur, je veux réserver mon billet sur le site ou sur l'appli de la SNCF, qui va bien. Mais je ne peux pas prendre un accompagnateur et cocher en même temps mes enfants. C'est-à-dire et prendre des billets pour mes enfants en même temps. C'est-à-dire que soit je suis aveugle avec mon accompagnateur, soit je suis une personne lambda avec mes enfants. Mais les deux sont incompatibles. Donc, ça demande à ce que on appelle le service handicap, le service qui va bien, Accès Plus, entre telle heure et telle heure. Et voilà. Et pareil, moi, mes enfants ont l'habitude de... J'ai rien contre la SNCF, mais j'ai l'habitude d'envoyer mes enfants chez papy, mamie, entre autres. La SNCF propose un service d'accompagnement des enfants voyageant non accompagnés, sans leurs parents. Et là, pour le coup, pour réserver les billets, c'est pas accessible. C'est des menus déroulants qui ne sont pas lus par les lecteurs d'écran. Enfin, on peut pas prendre les billets sur l'appli. Mais en tout cas, sur le site, les menus déroulants ne sont pas accessible par des lecteurs d'écran. Et dans ces cas-là, c'est pareil, il faut le faire en appelant. Mais bon, c'est des petites déconvenues qu'on peut rencontrer en tant que parent déficient visuel. Mais c'est pas grave. Il se trouve que parmi mes activités professionnelles, je travaille chez Oui SNCF.
Et ça fait 3 ans et demi que j'évangélise en disant prenez la personne dans toute sa globalité, et exactement ce que disait Marie-Laure sur le fait de prendre la personne, mais aussi ses enfants, son cadre, sa carte de réduction, etc. Et donc, c'est quelque chose qui va être pris en compte là, qui doit être mis en ligne ces jours-ci. Je ne sais pas si c'est demain, mais voilà, avant les fêtes, en tous les cas, normalement, on aura un nouveau mode de réservation sur le site internet et pas encore sur l'appli, malheureusement, mais qui permettra de réserver pour soi et ses enfants dans la même commande, ce qui est déjà, puisqu'avant, ce n'était pas le cas. Super, merci, c'est une super avancée. Bon, il n'y a que le site, mais au moins, c'est une très bonne nouvelle. Ça viendra progressivement, mais voilà, désolé. L'accessibilité du numérique renforce la parentalité, c'est ce que vous avez dit. Alors, le fait que vous soyez des parents hyper connectés, quel impact ça a sur vos relations avec les autres parents? On avait un petit peu évoqué ça l'autre jour à travers l'exemple de WhatsApp, Marie-Laure, où finalement, le fait de créer un groupe WhatsApp pour échanger des informations a eu un impact sur la relation avec les parents, les autres parents de la classe. En fait, au départ, je l'aurais jamais fait il y a 2 ans. D'une, parce que j'avais pas autant de numéros de téléphone de parents, et d'une, parce que je suis d'un naturel assez timide, malgré tout. Et là, cette année, je me suis dit, bon, pour des raisons pratico-pratiques, on va créer un groupe WhatsApp pour la classe de mon fils qui est en CE2, juste pour avoir accès aux informations. Si jamais il y a une information auquel je n'ai pas accès parce qu'elle est affichée sur des panneaux d'affichage et qu'elle ne m'arrive pas par mail, au moins, je pense qu'un des parents pourra me l'envoyer. Au départ, c'était ça. Moi, j'ai l'immense chance que l'instit joue le jeu, qu'elle envoie tous les devoirs à la classe. Donc finalement, j'en ai pas tellement besoin pour les devoirs. Mais finalement, en tant que parent, alors, oui, c'est une super bonne idée, merci d'avoir créé cette liste, machin. Et il y a d'autres parents, en fait, qui mon fils a oublié le cahier de maths, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les devoirs? Même entre parents, finalement, les autres parents, forcément, sont bienvoyants, il n'y a pas de problème. Ils s'échangent des infos et tout. Et puis, même du coup, il y a des parents qui m'ont demandé de rajouter d'autres parents, me disant, elle n'avait pas vu l'annonce, elle n'avait pas vu le mail, enfin, elle n'a pas eu accès à cette information. Donc, est-ce que tu peux rajouter la maman d'un tel. Donc, voilà, le groupe grandit et j'avoue, j'en suis assez fière. Du coup, ça permet, les parents me voient me voient pas vraiment comme la pauvre petite maman aveugle, la pauvre petite aveugle. Il y a un vrai lien qui se crée parce que au départ, j'avais le numéro de téléphone juste parce que j'avais invité le copain à un anniversaire, un truc comme ça. Et donc, les parents, il y a certains parents que je connais à peine, en fait. Et finalement, ça permet de voir que l'outil numérique, que nous, on l'utilise, en fait. Et ça permet d'avoir une meilleure communication. Et d'être reconnu comme hyper connecté. D'être reconnu déjà comme une personne, oui. Mais hyper connecté parce que, entre guillemets, je m'en plains pas, mais on n'a pas le choix. L'accessibilité, c'est un gage d'autonomie. On est hyper connecté. Mais c'est comme ça qu'on a un meilleur accès aux informations aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage qui repositionne chacun dans ce rôle de parent et dans la reconnaissance que la société peut avoir de votre identité de parent. Je vous laisse peut-être chacun donner le point le plus positif pour vous de l'usage du numérique dans votre rôle de parent et après on laissera la parole à Pascal qui apportera son point de vue. Fernando, le point le plus positif du numérique dans la reconnaissance et dans ton rôle de parent. Je pense que Marie-Laure vient déjà de l'exposer assez clairement. En réalité, c'est que ça nous légitime très souvent dans notre rôle de parent vis-à-vis de nos pères. Et de nos pères, pour une fois, quand j'emploie ce terme-là, c'est pas nos pères en tant que déficients visuels, mais c'est vraiment nos pères en tant que parents. C'est-à-dire que quand ce soir, je vais aller chercher ma fille au centre de loisirs, une fois que nos journées d'études technologie et déficients visuels seront terminées, il y a de fortes chances que j'aurai ma canne blanche dans une main, le téléphone dans l'autre, en attendant qu'elle sorte de l'annexe où elle sera, temps de Covid oblige. Et donc, du coup, je dirais que cette identité du numérique, je la porte avec moi très régulièrement. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas redire ce qui a été dit là, mais je pense que ça nous pose, malgré nous, sans qu'on le porte comme une bannière, comme un étendard, mais les gens nous voient utilisateurs du numérique, aussi parce qu'on a souvent des outils, pas toujours, mais en ce qui nous concerne, là, je crois qu'on a souvent des outils
standard en fait. Donc ça, c'est aussi un des effets positifs du numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des outils dans lesquels les autres parents se reconnaissent, c'est souvent des smartphones qu'ils ont dans les poches, par exemple, et donc du coup, ça crée cette relation-là. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi, je vis au quotidien dans beaucoup de situations, y compris dans ma parentalité. Moi, ce que j'aime, c'est en fait faire cet effet de surprise dans le sens où, alors moi, je suis dans les fédérations de parents d'élèves depuis que mon fils aîné est entré en petite section de maternelle. Donc ça remonte à il y a longtemps et j'y suis encore et j'espère y rester encore longtemps, même à la fac. Ce que j'aime, c'est entrer en contact avec les parents, organiser les conseils de classe, échanger avec eux, etc. Et puis les rencontrer parfois parce que les délégués de parents d'élèves sont quelquefois médiateurs dans les petites difficultés qu'il peut y avoir entre des parents et des enseignants ou des parents et l'établissement scolaire. Et puis tout à coup, quand ils me voient arriver avec mon chien guide, etc., ils découvrent mon handicap. Ils ne le connaissaient pas avant. Et voilà, c'est ça, j'aime beaucoup vraiment. Comme vient de le dire Fernando, finalement, l'outil numérique nous permet vraiment d'être à l'égal. Enfin, moi, je ne me considère pas différente des autres parents. C'est eux ou c'est la société qui nous place différemment. Moi, je suis une maman à part entière et mon handicap, voilà, il n'y a que moi que ça regarde, j'ai envie de dire. Donc, j'aime bien créer cet effet de surprise vis-à-vis des parents, voire même vis-à-vis peut-être des copains de mes enfants ou quoi que ce soit, parce qu'au final, mes enfants font beaucoup de choses et n'ont pas cette sensation là d'avoir des parents particuliers, sauf sur certaines choses, mais généralement ça se passe bien. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Fernando et Khadija, et je dirais même surtout le dernier point que Khadija a commencé à initier, c'est en fait c'est aussi parfois les autres enfants. Ah, il est cool ton père, en fait il utilise un iPhone et tout, machin. Ah, puis quand je viens chez toi, en fait ils utilisent des PC, machin, en fait, et ça nous, enfin, vis-à-vis de nos enfants, ça renvoie, enfin, ça minimise c'est-à-dire que le handicap est vu, mais on voit aussi que malgré le handicap, on s'en sort. Et ça arrive que des enfants disent aux nôtres, ah, en fait, vos parents, ils se débrouillent vachement bien, quoi. Et donc, voilà, ça nous revalorise aussi. Il y a le handicap qui est là, mais il y a aussi la compensation et qui fait que, oui, on joue notre rôle, quoi. Marie-Laure, un dernier... Alors, un dernier petit mot, mais du coup, je restais dans le contexte de l'école et je rejoins en même temps pleinement ce qu'ont dit Fernando, Khadija et Yannick. Des fois, on surpasse finalement le handicap, il n'existe plus. On cherchait des horaires. Ah bah attends, mais moi, je les ai dans le téléphone. Déjà, je les avais déjà scannés, donc je les ai. Ils voient qu'on utilise finalement les mêmes outils qu'eux. Ça, c'est important. L'outil que eux ont déjà, enfin, ils ont le même, comme disait Fernando, ils ont le même dans leur poche. Juste que nous, on y a rajouté quelque chose, mais qu'ils voient que c'est le même, en fait. Pour peu qu'on sache anticiper, et on a besoin d'anticiper, pour peu qu'on sache utiliser ces outils numériques, on est parent à part entière. Je me considère comme une maman à part entière, sans problème. Du coup, je renvoie ce message-là, en fait. On renvoie ce message-là. Je pense que c'est la société qui nous voit pas, enfin qui connaissent moins ce domaine, qui considèrent qu'il faut, enfin, qui établissent des règles et des responsabilités, qui sont. Mais moi, je me considère comme une maman entière et le numérique est un outil indispensable. À condition d'être bien formé. À condition d'être bien formé. À condition d'être bien formé sur son utilisation. Pascal, on te laisse prendre la main. Alors, je crois que j'ai allumé mon micro. Oui. Oui. Oui, tout va bien. Écoutez, moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, comme certains d'entre vous le savent déjà, moi, je suis maman de 2 filles qui sont maintenant grandes et du coup, je suis grand-mère de 4 petits-enfants qui vont de 3 ans à 20 ans, ce qui fait que donc j'ai connu pour mes enfants l'époque où le numérique pointait tout juste le bout de son nez. À l'époque, j'avais un optacon pour suivre la lecture de mes filles. Ouais, mais ça marchait. Heureusement que j'avais ça. Les scanners sont arrivés. Et puis maintenant, oui, pour mes petits-enfants, effectivement, comme l'ont bien dit, vous l'avez tous bien dit, c'est vrai que oui, je peux réserver les places de cinéma à l'avance, réserver les entrées à Disney ou ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien l'évolution. À la fois, il y a ces différences-là. Et puis à la fois, je me dis que les choses, finalement, restent un peu, malgré tout, les mêmes pour certaines choses. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on n'a malheureusement pas la chance de pouvoir admirer les premiers dessins de nos enfants. C'est comme ça et ça risque de pas changer tout de suite. Eh bien, il faut faire avec ou sans. Mais à côté de ça, c'est vrai quand même que, effectivement, comme vous l'avez dit, l'accès aux livres s'est quand même bien amélioré. Malgré tout, moi, je me dis aussi quand même que
je ne sais pas comment vous le vivez les uns et les autres, mais j'ai l'impression qu'en termes de jeux, et entre autres de jeux pour les petits, on a de plus en plus tôt l'arrivée de ces jeux numériques interactifs qui ne sont pas toujours très accessibles. On trouve des solutions, hein, je vois bien avec les petits, j'ai trouvé des solutions aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que ces systèmes ultra connectés, numériques, aujourd'hui même les enfants de 3 ans ont des jeux dans lesquels on met des cartes SD, sur lesquels on les recharge sur Internet, etc. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors moi, j'ai un objet qui me vient tout de suite en tête, qui est pleinement numérique, qui est ma fabrique à histoire. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une boîte en carton très simple qui peut se connecter en USB à un ordinateur. Il y a un magasin qui est associé qui s'appelle le Lunistore. Et en fait, ça permet d'acheter des contenus qu'on va pouvoir du coup charger dans cette boîte, par exemple. Alors, typiquement, l'achat, on y arrive à peu près, c'est un peu compliqué. Mais après, le transfert vers cette boîte qui est toute simple, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gros boutons, l'enfant peut du coup composer son histoire, choisir des chansons selon les thèmes, etc. Et bien, en fait, c'est totalement inaccessible. Et c'est très frustrant parce que, notamment dans l'entourage des enfants que fréquente ma fille, il y en a plein qui ont ces boîtes-là. C'est un objet qui pourrait être totalement accessible, enfin, en termes d'usage, il l'est, hein, très clairement. C'est juste le simple transfert des contenus vers la boîte qui ne l'est pas spécialement. Il faut bricoler, et même en bricolant, on n'y arrive pas toujours. Et ça, c'est assez frustrant. Donc, c'est très particulier comme objet, mais je le cite, et je le cite d'autant plus volontiers qu'on s'est mis en relation avec le concepteur de la solution, qui en plus, pour tout un tas de raisons, est sensibilisée à la déficience visuelle, en tout cas pour l'une des porteuses de ce projet, mais qui elle-même dit, en fait, les développeurs, ils n'ont pas fait le nécessaire au départ, et du coup, maintenant que la solution est développée, on ne peut plus faire du développement a posteriori pour le rendre accessible. Voilà. Donc ça fait partie tout de suite des objets qui me viennent à l'esprit sur quelque chose qui est à la fois très simple en termes d'interface et qui pour autant nous pose un certain nombre de problèmes à l'usage, quand bien même il y aurait des porteurs de projets sensibilisés. On retombe sur les questions qu'on aborde dans d'autres thématiques sur les développeurs ne sont pas formés aujourd'hui à faire du numérique accessible, et donc on le retrouve notamment sur des applications qui nous permettent de transférer des contenus pour des enfants. Bien. Et j'avais aussi une question qui m'est venue à l'esprit à propos de vous demander comment, alors peut-être pas pour Fernando parce qu'elle est encore petite, encore que, mais comment vous gérez tout le fait que vos enfants puissent regarder des choses sur Internet, et le contrôle parental et tout ce qui va autour. C'est vrai que ça me paraît pas forcément facile de surveiller ça. Comment vous avez mis des choses en place les uns et les autres? En fait, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait déjà, c'est que je les ai laissés démarrer que sur iPhone avec la possibilité d'avoir un compte parental lié au mien. Donc, les applications qu'ils installaient n'étaient que celles que j'autorisais. Mais c'est vrai qu'en grandissant, ils ont leurs envies, et j'ai un de mes enfants qui est parti sur un téléphone Android aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai, pour ainsi dire, aucun contrôle sur ce qu'il fait, sur ce qu'il regarde. Mais je crois que c'est très compliqué pour les parents en général, notamment sur tout le problème de la pornographie, etc., et parfois abordé au collège ou au lycée. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Donc là, c'est la relation de confiance que l'on a pu développer au fil des années. Et je crois que cette relation de confiance, elle vient aussi du fait qu'avec le handicap, on a responsabilisé nos enfants. J'allais dire nos parents, nos enfants. Et aujourd'hui, ils savent, je m'appuie beaucoup sur cette relation de confiance en tous les cas. Moi, je voudrais aborder juste 2 petits points. Le premier, c'est sur le jeu dont tu parlais, Pascal, juste avant. J'étais pendant un petit moment parent pilote pour Fnac Éveil et Jeux à l'époque, et ils développaient des jeux pour les enfants handicapés visuels. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, quand les jeux sont développés, quand les choses sont développées pour des enfants déficients visuels, on ne pense pas que ça puisse aussi être utile pour des parents déficients visuels. Et en fait, ce sont 2 développements complètement différents. C'est-à-dire qu'effectivement, on va proposer des articles, des outils qui vont être faciles d'utilisation, faciles de manipulation pour des enfants qui sont déficients visuels, mais on va considérer qu'ils vont être de toute façon accompagnés d'un parent voyant. Donc, l'inverse, le parent déficient visuel qui va devoir expliquer quelque chose à son enfant ne peut pas utiliser cet outil-là qui a été développé pour l'enfant déficient visuel, parce qu'il faut quand même, malgré tout, un contrôle d'un adulte voyant. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, pour en revenir à ce dont on parlait là, pour le contrôle sur Internet, etc. Alors, moi, au risque de passer pour une maman dragon, c'est pas grave, mais on a, dès le départ, en fait, quand on a donné le téléphone portable à nos enfants, déjà pas avant la 4e, c'était comme ça et pas autrement. Et en plus, le téléphone était accompagné d'un mode d'emploi, c'est-à-dire d'un règlement.
C'est-à-dire qu'il n'était pas question de donner un téléphone à nos enfants et puis de leur expliquer simplement le fonctionnement et basta. Non, il y avait un règlement qui disait, voilà, vous avez le droit de l'utiliser tant de minutes par jour. Et puis, pour aller sur tel ou tel site, on expliquait, on a bien bordé les questions attention, les contenus peuvent être dangereux, etc. On a bloqué tout ce qu'on pouvait bloquer en termes d'accès. On a vraiment créé un règlement avec un temps de jeu par jour et avec la possibilité pour nos enfants de gagner en temps de jeu quand ils faisaient des choses bien, mais de perdre en temps de jeu quand ils faisaient des choses pas bien. Donc, il n'y avait pas d'argent de poche, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, parce que ça ne les intéresse pas. Par contre, gagner du bonus en temps d'écran, ça leur plaît bien. En perdre, ça leur plaît beaucoup moins. Mais ça peut arriver. Donc voilà comment on a fait. J'ai Michael qui nous a posé une question de savoir si les décrets et les règles, les lois dont on a parlé ce matin s'appliquaient pour justement tout ce qui touchait aux logiciels qui étaient entre autres mis en place par l'Éducation nationale. Est-ce que par ce moyen-là, on ne pourrait pas peser pour que ces logiciels soient accessibles? Parce que du coup, ils sont inaccessibles et aux parents et aux enfants en situation de handicap visuel, et y compris aux profs déficients visuels. Alors, la réponse légale, c'est oui, oui, oui. Ça s'applique effectivement au contexte de l'éducation. Le problème, c'est de savoir sur qui faire porter la responsabilité, en ce sens où si on prend une solution, pour l'appeler par son nom, parce qu'on l'a tous à peu près en tête, Pronote, il y a des efforts d'accessibilité qui peuvent être faits par une partie de l'équipe de développement de Pronote, mais au-dessus de Pronote, donc un logiciel qu'on rencontre beaucoup, parfois même sans le savoir, il y a, on va dire, un habillage, une carrosserie particulière qui est décidée soit par la région si on parle des lycées, soit par le département si on parle des collèges. On peut très bien avoir une brique logicielle qui permet voilà, la gestion des cahiers de texte, les devoirs, etc. Et au-dessus, avoir une couche qui, elle, n'est pas accessible et qui ne dépend pas de Pronote. Et là, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une obligation, ça c'est très clair, et donc l'obligation qu'on a encore rappelée ce matin, elle est également valable, bien évidemment, pour les services de l'éducation nationale. Mais dans le même temps, il y a une forme de partage des responsabilités, et là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire ça s'éparpille un peu dans tous les sens. Et oui, évidemment, on insiste régulièrement à chaque fois qu'on rencontre l'éducation nationale sur ces questions-là. Et pour autant, c'est très compliqué parce que assez vite, c'est bah oui, mais nous, c'est tel logiciel, mais au-dessus, c'est telle carrosserie. Là, la carrosserie, c'est pas de notre fait, c'est le département de tel numéro qui a décidé d'utiliser tel prestataire pour faire la jolie carrosserie, siglée département machin, et ça, malheureusement, ils n'ont pas la main dessus. Et donc, derrière, voilà, il faut ensuite aller voir le département, par exemple, discuter avec le département, etc. Mais pour le coup, légalement, en tout cas, la responsabilité, oui, elle existe. Et oui, les obligations qu'on énonçait ce matin s'appliquent bien au domaine de l'éducation nationale. Donc, on en revient toujours au même constat. Si cette accessibilité faisait partie de façon claire, nette et incontournable du cahier des charges, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là d'une part si cette accessibilité fait bien partie du cahier des charges, et d'autre part, un des combats qu'on pousse de plus en plus à chaque fois qu'on en a l'occasion, donc on va se servir de cette tribune pour le faire aussi, c'est de dire qu'on peut difficilement attendre des développeurs qui fassent de l'accessibilité numérique si ça ne leur est jamais enseigné. C'est-à-dire que si dans les cursus de formation initiale, formation en continu, ils n'entendent jamais parler d'accessibilité numérique, pour prendre un pendant qu'on pourra facilement comprendre, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de concevoir un bâtiment accessible alors qu'il n'a jamais entendu parler d'accessibilité au cadre bâti, en fait. Donc le parallèle peut se tenir, en tout cas jusqu'à un certain point. Il faut que l'accessibilité numérique fasse partie de la formation initiale et de la formation en continu pour qu'au moment où ces mêmes développeurs seront confrontés à des marchés publics notamment, et qui voient la clause sur l'accessibilité numérique, ils ne se disent pas qu'est-ce que c'est, et que du coup ils ne sachent pas comment traiter la question. Et enfin, j'ai deux dernières questions qui se complètent. Frédéric qui nous demande quel logiciel vous utilisez. Alors, ça dépasse un petit peu c'est pas spécialement dans le cadre de l'éducation, mais il demandait, il a bien noté Singai et WhatsApp, et il voulait savoir ce que vous utilisez les uns et les autres comme GPS. Et après, j'ai Sylvaine qui nous demande de préciser soit le lien ou soit peut-être que tu rappelles, Fernando, la marque de la Fabrique à Histoire. Pour la Fabrique à Histoire, c'est l'Uni. La marque, c'est l'Uni.
D'accord. Et on le L-U-N-Y. trouve, j'avoue que j'ai un doute. L-U-N-2-I. Deux-I. L-U-N-2-I. C'est un super objet, hein, c'est chouette. Ma fille, elle s'éclate avec ça, elle adore. On peut charger des tas de contenu juste au Et moment du ils ont fait chargement. un Voilà. gros effort d'aller vers notamment les écoles spécialisées pour développer leur contenu et l'accessibilité effectivement de la boîte en elle-même. Et là, je te rejoins, c'est que quand moi je leur en avais parlé aussi, c'était n'oubliez pas que derrière il y a des parents et que les parents aussi peuvent être déficients visuels. Ils sont même allés voir des bibliothécaires de la ville de Paris qui sont spécialisés dans l'accueil des publics qui cherchent d'autres modalités. Et quand on leur a dit, bah ouais, mais là, il y a un hic, ils l'ont reconnu, mais effectivement, on s'est heurté, voilà ce que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire, bah ouais, mais maintenant que c'est développé, on peut plus retoucher à cette brique-là. Et pour les GPS, en ce qui me concerne, moi j'utilise les applis grand public généralement, type Plan ou Google Maps. Pareil, j'utilise Google Maps comme appli grand public et sinon, je suis une adepte incontournable de Blind Square. Ah oui, bienvenue au club. J'utilise aussi beaucoup Soundscape, Oui. dont on aura une présentation lors de la dernière table ronde tout à l'heure, connectée avec des lunettes Bose Frames, pour avoir pas forcément un guidage, mais pour le coup une description assez exhaustive de l'environnement, savoir devant quoi on passe. Et ça complète bien les GPS, voilà, que Yannick et Marie-Laure ont cité déjà. Et une dernière petite question, si j'ai encore le temps. Sylvie me demande si vous avez testé Bookinou dans le cadre du partage de lecture. Donc moi, je ne connais pas du tout Bookinou. Je ne connais pas. Non plus, mais je vais tester. Alors, ça s'écrit B2O-K-I-N-O-U, a priori. Tous à nos claviers, on va tous tester. Bon, rendez-vous l'année prochaine. C'est ça. Pascal, tu as fait le tour de toutes les questions? Eh bien, je pense n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, et je leur en demande pardon par avance, mais je ne pense pas. Et moi, oui, je crois que j'ai épuisé ce que tous ces témoignages m'avaient inspiré. Bon, ben merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages, votre ouverture, votre confiance par rapport à ce que vous avez pu livrer lors de ces échanges. Et bonne vie de parents. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à Fernando d'avoir amené un thème sur lequel finalement il y avait quelque chose à dire.